Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour ce nouveau cycle, pour cette nouvelle table ronde dédiée à un sujet qui est aussi discret que primordial, la décarbonation du ciment. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit brise-glace. Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent ce qu'est le ciment et à quoi ça sert ? Surtout ne répondez pas tous en même temps. On voulait rendre la table ronde un peu plus interactive. Je vois qu'il n'y a pas forcément d'engouement dans la salle. Alors, on en parle tout le temps, on l'utilise partout, mais peu de gens savent précisément ce que c'est. Le ciment, c'est le liant hydraulique qui est composé de calcaire et d'argile et mélangé à de l'eau va permettre de fixer les granulats et de produire du béton, qui est le matériau de base des routes, des ponts, des logements, ou même des infrastructures d'énergie décarbonées. En fait, en somme, le ciment, c'est la base de toutes nos sociétés modernes. Et sans ciment, pas de transition énergétique. Pourtant, derrière cette omniprésence, il y a une réalité environnementale très lourde. La fabrication du ciment est responsable à elle seule de 7 à 8% des émissions de CO2 dans le monde. Et en France, 21 des 50 sites industriels les plus émetteurs sont des cimenteries. Donc on va tenter de comprendre pourquoi, et Gabrielle va nous expliquer avant. Voilà, alors moi j'ai eu les sujets difficiles. Alors le clinker, qu'est-ce que le clinker ? Donc c'est le cœur du ciment, à base de calcaire et d'argile. Et donc il faut chauffer le calcaire à très très haute température, ce qui demande par définition beaucoup d'énergie. Et en fait, le problème, c'est que même ce processus en lui-même, même si on utilise des sources décarbonées d'énergie pour chauffer ce calcaire, va par définition, de manière intrinsèque, libérer du CO2. Ce qu'on appelle la décarbonatation du calcaire. Donc, on a ces émissions incompressibles. Et pourtant, quand on regarde les objectifs d'atteinte du net zéro, donc en 2030, on doit réduire les émissions de la filière de 50% et totalement d'ici à 2050. Et une fois qu'on a dit ça, on a des contraintes réglementaires qui vont s'imposer sur la filière pour pouvoir parvenir à ces objectifs. Et on va essayer de voir comment entrent en jeu ces contraintes réglementaires, qui sont notamment les systèmes de quotas carbone, dont vous avez sans doute tous entendu parler, mais on va voir comment ça fonctionne en pratique dans le secteur. Les exigences de la réglementation environnementale pour les bâtiments que peut-être certains d'entre vous connaissent moins, qui est la RE 2020. Et aussi, évidemment, comme d'habitude, on a des exigences et des enjeux de souveraineté, puisque le clinker, on n'en a pas forcément en France et on doit aller l'importer ou en quantité suffisante et on doit aller l'importer de l'étranger. Et donc, il faut, pour répondre à ces enjeux de décarbonation, innover énormément et donc investir et repenser un peu le rôle du ciment dans nos constructions de demain. Et donc, c'est nos intervenants, nos illustres intervenants de ce soir qui vont nous aider à discuter de ces enjeux. Donc, nous avons Quang Coy, qui est ingénieur conseil à Crédit Agricole SA. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis ingénieur conseil au Crédit Agricole SA à la direction des études économiques. On est une cellule d'ingénieurs, on est spécialisé par secteur industriel. Et donc moi, je suis le secteur des matériaux de construction, le BTP et l'immobilier non résidentiel depuis un peu plus de 30 ans. Voilà. Et donc à ce titre, on intervient uniquement pour les entités du groupe Crédit Agricole SA. On vient en fait un peu en conseil. Et en fait, dans les entités du groupe Crédit Agricole SA, il y a pas mal de banquiers, et les banquiers connaissent leurs produits bancaires, mais ils ne connaissent pas forcément l'activité des clients. Et donc, quand ils se posent des questions, souvent techniques ou économiques, ils viennent nous voir. Et donc, on est là pour leur donner un avis en toute indépendance. On est là pour totalement décorrélé de considérations commerciales ou financières, pour donner un avis en toute transparence. Et c'est comme ça que Benjamin est venu un jour me solliciter au sujet d'un projet d'argile calcinée, et qui d'ailleurs, je crois, n'a pas abouti. Mais bon, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et donc ensuite, il m'a parlé d'Infravenir en me disant que c'était un club
de jeunes professionnels de l'infrastructure, donc, et sympa. Et là-dessus, Gabriel m'a expliqué qu'après, il y avait un cocktail convivial. Et donc je suis Et donc là. je l'ai convaincu. Voilà. Et je suis chances de là notre côté, pour vous parler de Simon. Voilà. Merci Quentin. Et donc Thomas de Charette, Head of Decarbonation de Lafarge France. Oui, on va le faire en français. Donc moi, je m'occupe effectivement de la décarbonisation de nos sites industriels. Très bien résumé, mais je réexpliquerai peut-être un petit peu plus d'où vient notre CO2. Mais on a un enjeu sérieux sur le CO2. Moi, j'ai fait toute ma carrière chez Lafarge. Donc je connais un petit peu le ciment, effectivement. Et en ce moment, effectivement, je travaille avec une équipe sur comment faire que les usines demain de ciment n'émettent plus de CO2. Donc c'est tout notre challenge. Merci. Et Joachim Labauge, qui est, donc, je vais le dire en anglais, pardon, CO2 Development Director chez LNJ. Bonjour. Oui, Joachim Labauge. Effectivement, moi je travaille chez LNJ, je m'occupe des projets liés au cluster d'émissions de CO2. Donc on verra dans la présentation. Donc LNJ, on est une filiale de Natran, anciennement GRT Gaz, au sein du groupe Engie. J'ai plus de 25 ans dans le groupe et ça fait 2 ans que je m'occupe exclusivement de développement en charge de la décarbonation de l'industrie et notamment pour décarboner les cimenteries dont on va parler ce soir. Merci à tous les trois. On va commencer avec une première question pour Coy, justement. Alors, on l'évoquait en introduction, la fabrication du ciment repose aujourd'hui sur un procédé qui est très carboné, en particulier à cause de la production de clinker et la décarbonatation du calcaire. Est-ce que, Coy, tu peux nous parler du rôle et des usages économiques du ciment aujourd'hui, les grandes étapes du procédé de fabrication du ciment et les principales sources d'émissions associées? Et je crois que tu as un schéma justement pour illustrer ça. Oui, mais avant même de parler du schéma, d'un point de vue économique, en fait, donner quelques repères. À savoir qu'en France, grosso modo, une tonne de... vous savez combien ça coûte une tonne de ciment en France? Non. Bon, il faut compter 120 € la tonne. Peut-être que Thomas vous fera... Ouais, 150. Bon, Ça dépend si c'est Lafarge ou... Il est pas très sympa. Il vous fait pas un prix là, mais bon. Bon voilà, même 150 € la tonne. Si ramené au kilo, ça vous fait 15 centimes du kilo. Alors, je ne sais pas si vous pouvez acheter grand-chose avec 15 centimes du kilo. Donc, retenez que le ciment, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. En plus de ça, il y a des choses qui se coûtent encore moins cher que le ciment, c'est le sable et les agrégats. Et même l'eau, parce que il faut de l'eau comme liant hydraulique. L'eau, c'est 5 € la tonne. Donc, ça vous fait 0,5 centimes le kilo. Donc, tous ces ingrédients qui coûtent vraiment pas cher fait qu'au final, le béton, parce que le ciment, ça sert à faire du béton. Hein. Le ciment, ça sert à coller les sables et les agrégats ensemble pour faire du béton. Le béton revient pas cher. Et à côté de ça, il est très utile. Franchement, comme matériau de construction, il a des propriétés de résistance mécanique, notamment à la compression, qui en font un matériau de construction franchement formidable. Et l'idée, c'est... Bon, alors, par contre, l'inconvénient qu'on a découvert, on savait que ça émettait du CO2, mais c'est devenu un inconvénient ces dernières années pour des raisons environnementales. Bon, cet inconvénient, c'est lié au ciment et donc au clinker, comme on va le voir. Et aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est quelque part, le béton, le ciment est mis sur la sellette à cause de ces émissions de CO2. Et quelque part, l'idée, c'est de trouver des moyens de le décarboner pour le sauver. L'idée, c'est sauver le soldat ciment en le décarbonant encore, hein, en espérant que ça se finisse mieux que le film. Donc, voilà, ce que je peux vous dire, c'est ça. Donc, vraiment pas cher, vraiment très utile et au jour d'aujourd'hui, difficile à remplacer. Et même d'un point de vue économique, si on prend une perspective un peu plus mondiale, du fait que nous, la France, nous sommes un pays développé, et donc avec des infrastructures qui sont largement construites, on consomme en kilos par habitant beaucoup moins que des pays en voie de développement ou émergents. Donc c'est un produit qui est vraiment mondialement répandu. Et comme je vous ai dit, ça ne coûte pas cher, même dans les pays en développement, ils peuvent se le permettre parce que ça vaut le coup. Voilà. Sinon, on peut passer maintenant à
Voilà. Alors ça, c'est un schéma vraiment très simplifié. J'espère que Thomas ne m'en voudra pas d'avoir fait quelque chose d'aussi simplifié. Mais bon, l'idée, c'est de reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Benjamin sur un graphique. Donc vous voyez à droite, non, à vous c'est votre gauche, oui. Donc à gauche, les ingrédients qui rentrent en entrée. Donc vous êtes du calcaire, à peu près 80% de calcaire, 20% d'argile. Tout ça, c'est broyé finement. Et puis, on voyait, alors je ne vous donne pas les détails parce qu'il y a des tours de précalcination, etc. Enfin bref. Et à la fin, ça se termine. Et après, il y a un four dans lequel on monte à 1450 degrés, dans lequel se fait la réaction chimique de clinkérisation qui est en dessous, qui est CaCO3, c'est le calcaire, carbonate de calcium, porté à température, se transforme en CaO, la chaux. C'est là c'est le début du liant hydraulique. Et puis CO2. Donc c'est là qu'il y a une molécule de CO2 qui est émise pour chaque molécule de CaO qui est produite. Donc, du coup, c'est un processus chimique qui est très émetteur de CO2. Au final, quand vous regardez au-dessus, les émissions de l'ensemble de la cimenterie, vous avez à peu près un tiers qui est lié à l'énergie nécessaire pour faire cette transformation, l'énergie électrique, mais aussi le four, pour porter ça à 1450 degrés au final. Et puis les 2 tiers, c'est lié au principe, à la réaction chimique de clinkérisation. Donc après, le fameux clinker qui est produit, et ensuite, ce clinker est broyé et mélangé avec d'autres additifs. Alors, il y a des laitiers de haut fourneau, il y a du calcaire un peu plus fin, ce qu'on appelle les filaires calcaires, il y a des pouzzolanes, il y a des cendres volantes, et j'en oublie. Ah oui, et puis ça va venir des argiles calcinées aussi. Donc tout ça, broyé, finement, mélangé, ça forme le ciment. J'espère Thomas que je ne me suis pas trop trompé, c'est à peu près ça, c'est pas mal. Hein, bon, voilà. Que vous dire de plus le suite des questions, c'était quoi? Alors, il y a une deuxième partie de question, quand même, ce qui était, alors que j'ai pas eu le temps de formuler tout à l'heure, quelles sont les innovations technologiques émergentes qui te semblent prometteuses pour transformer ce procédé dans les années à venir? Ouais. Donc ça peut être des nouvelles formulations, le clinker alternatif, etc. Alors, comme j'ai 30 ans de recul, je vais vous parler de ce que j'ai vécu. Hein. Alors déjà, le ciment, c'est à la base, les Romains avaient déjà trouvé. Je crois que le Panthéon fait appel au ciment. Et ensuite, il a été redécouvert par Vicat, un Français, au 19e siècle. Et voilà. Donc, au départ, c'était une réinvention française. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a dû traverser l'Atlantique pour prendre le nom de Portland. Et c'est revenu avec le nom de ciment Portland, alors que à l'origine, c'était plutôt français. Pardon. Le Portland, c'est simplement une carrière sur une île en Angleterre où le dosage entre le calcaire et l'argile était parfait. Et donc on avait juste à se ramasser, prendre la matière, la mettre dans le four et on avait un ciment. Merci Thomas. J'ai mon joker juste à côté de moi, c'est super. Voilà. Donc, sur 30 ans, ce que je peux dire, c'est que 30 ans de recul, les 20 premières années, il ne s'est pas passé grand-chose. En termes d'innovation, le ciment, c'était un produit, je dirais, mature, avec une technologie mature. Quelques améliorations, mais globalement, peu d'évolution. Et puis, sur la dernière dizaine d'années, là, les considérations environnementales, notamment décarbonation, ont vraiment commencer à prendre de l'ampleur. Et donc voilà. Et donc si je regarde sur les 30 dernières années, moi j'ai souvenir, c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé. Il y a une trentaine d'années, c'était Argeco Développement. J'avais donné un avis favorable sur ce fabricant de métakaolin, qui on va le voir, est un substitut en fait du ciment. Ensuite, il y a eu Ecosem. Ecosem produit du laitier moulu. C'est des laitiers de haut fourneau qui sont broyés finement et qui, là aussi, sont des substituts du ciment. Mais là, encore une fois, ce n'était pas le ciment en lui-même, c'était un peu autour. Et puis, ces dernières années, il y a aussi d'autres solutions de substituts de ciment. Il y a eu Hoffmann Siemens qui s'est introduit en bourse il n'y a pas si longtemps et qui revendique un ciment sans clinker. Okay.
Il y a des projets comme Neosem qui veut faire de l'argile calcinée dans le nord de la France, ou encore ACT, qui est également un liant hydraulique qui va venir, enfin qui souhaite concurrencer le ciment. Mais bon, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que derrière, en termes de projection, et on va y revenir plus dans le détail, mais les manières de décarboner le ciment, on va les attaquer, par rapport à l'énergie qui est consommée pour le fonctionnement de la cimenterie. 2, ça va être le processus lui-même, est émetteur de CO2, mais on va le voir, il y a des moyens de le capturer. Et puis 3, là derrière, c'est tous les additifs qu'on rajoute dedans derrière et qui permettent de diluer, en fait, de remplacer le clinker, qui sont... l'idée, c'est ça. Une des solutions, c'est diminuer le taux de clinker pour diminuer les émissions de CO2 liées au ciment. Voilà, je pense que... Alors justement, on va interroger Thomas pour savoir, lui au quotidien, vers quelle solution vous vous tournez quelle solution de décarbonation vous mettez en œuvre, quels sont un peu leurs avantages, inconvénients entre chacune d'entre elles, et voilà, peut-être qu'est-ce qui distingue la stratégie de Lafarge par rapport à ses concurrents. Alors effectivement, ça a été très bien expliqué, je ne vais pas réexpliquer tout ce qui a été dit bien sûr, mais l'enjeu pour nous, c'est d'être confronté à des émissions de CO2 dont la plupart, on ne peut pas les réduire, c'est tout ce qui vient de la matière première, ce fameux calcaire. Pour autant, il faut évidemment, compte tenu de l'urgence climatique, travailler sur un certain nombre de sujets. Le sujet sur lequel on s'est attaqué depuis très longtemps, c'est la consommation d'énergie. Donc 30% des émissions de CO2 qui sont liées à la très haute intensité d'énergie qu'on a besoin de mettre en œuvre pour cuire le calcaire et l'argile. On cuit véritablement dans le four, on crée un magma, une lave qui est à plus de 2000 degrés pour que les éléments chimiques qui sont présents dans le calcaire et les argiles se recombinent entre eux et fassent ce fameux clinker. Donc la première étape, c'est sortir des énergies fossiles. Sortir des énergies fossiles, ça veut dire remplacer, plutôt que de mettre dans notre tuyère, c'est-à-dire l'endroit où on crée cette flamme, au tout début, on mettait du charbon, on est passé par du gaz. Après, on utilise un dérivé de la raffinerie qui s'appelle du petcoke, une sorte de charbon de pétrole, si vous voulez. Et maintenant, on substitue ça avec tous les déchets dont on ne sait pas faire autre chose, c'est-à-dire les recycler. Quand on ne sait plus les recycler, eh bien à ce moment-là, ça devient un déchet énergétique pour la cimenterie. Une chaise comme celle-là, un jour, elle va finir sa vie, elle va aller dans une grande benne jaune, dans une déchetterie. On va retirer tout ce qu'on peut recycler. Ce qu'on ne pourra plus recycler, c'est souvent des tissus, des mousses, des morceaux de bois un peu imprégnés. Tout ça, c'est broyé finement et ça fait un combustible. Aujourd'hui, dans une cimenterie, 70% du combustible, maintenant, c'est des déchets, soit d'autres industries, soit des déchets de recyclage, qu'on revalorise sous forme énergétique. Et de plus en plus, dans ces déchets, il y a une fraction de biomasse. Donc les émissions qui sont issues de cette biomasse, elles ont peu d'impact sur le climat, puisque c'était du CO2 qui était déjà présent dans l'atmosphère, qui a été capté par de la biomasse, et qui refinit sa vie en retournant dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un levier extrêmement important, qui fait que le process cimentier, en plus, a la capacité, compte tenu des très hautes températures, des très longs temps de séjour, du fait que dans notre process, on génère de la chaux, tout ça fait que tous les combustibles, il n'y a aucun déchet ultime de combustion dans une cimenterie. Tout passe soit dans les fumées de combustion, soit dans la matière première. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est effectivement travailler sur la recette finale. En fait, une cimenterie, ça produit un principe actif qui est ce fameux clinker. Et le clinker, c'est un truc un peu, effectivement, c'est une roche artificielle assez extraordinaire. Ce qui sort du four, si vous mettez de l'eau dessus, en 3 secondes, ça va durcir, et ça va durcir extrêmement fort. C'est vraiment l'invention incroyable du ciment, c'est ça. Et donc, on ne peut pas faire du ciment avec du clinker pur, donc on le mélange. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver un maximum d'autres éléments qui vont rentrer dans la composition
et qui seront moins carbonés et qui vont permettre d'obtenir les mêmes caractéristiques que le ciment. Parce que malgré tout, on fait du ciment pour faire du béton, et on fait du ciment pour faire du béton pour que le béton il soit solide et qu'il dure très longtemps. Donc il faut quand même que dans les recettes, on trouve des matériaux qui aient les mêmes caractéristiques. Il y en a, tu en as cité, on utilise des laitiers de hauts fourneaux, des cendres volantes, etc. Et aujourd'hui, ça, ce sont des matériaux qui sont amenés à disparaître. Les cendres volantes, c'est issu des centrales thermiques pour fabriquer de l'électricité. Toutes les centrales thermiques en France sont fermées, ou quasiment, Cordemais est quasiment fermé. Les laitiers, ça vient des hauts fourneaux. Les hauts fourneaux doivent aussi faire leur révolution industrielle pour se décarboner. Donc ils vont changer de procédé, donc il y aura bientôt plus de laitiers, ou en tous les cas dans les années à venir. Et donc il faut trouver des matériaux alternatifs. Un des grands matériaux alternatifs sur lesquels on travaille, c'est les argiles calcinées, qui sont pas du calcaire, qui sont des argiles spécifiques. Vous les chauffez beaucoup moins fort et vous obtenez presque les mêmes caractéristiques. Donc on réduit fortement l'empreinte CO2. Et on essaye de recycler aussi les matériaux. Quand vous détruisez un bâtiment, vous récupérez du béton. À l'intérieur du béton, vous allez chercher le ciment, vous le remettez dans le process et vous réduisez aussi l'empreinte carbone. Quand on a fait tout ça, il reste encore du CO2. Il reste 40-50% du CO2 qu'on a émis. Et là, on met en jeu une technologie dont on va parler. Je ne sais pas si on en parle un petit peu après. J'ai perdu le fil des questions. Mais on met en œuvre une technologie qui consiste à dire le CO2 résiduel, il n'y a pas d'autre solution dans une industrie comme la nôtre que de le capter. C'est-à-dire, au lieu que les fumées s'échappent à la cheminée, vous canalisez ça, vous extrayez le CO2, vous le rendez liquide ou gazeux suivant les circonstances, vous le transportez, et à la fin, vous allez le séquestrer de manière définitive dans des formations géologiques qui sont adaptées. Vous le remettez dans le sous-sol. Vous remettez le CO2 là où vous l'avez pris. Là, Thomas, quand on regarde le schéma, c'est à la différence d'autres secteurs où peut-être la solution CCUS permet de compléter les 5-10% qui manquent pour atteindre les objectifs de décarbonation. Là, je ne vois pas le chiffre d'ici, mais c'est énorme ce que doit représenter la solution CCUS. Oui, c'est lié intrinsèquement au process, c'est ce qu'on expliquait. Comme le CO2 vient de la matière première, le calcaire, qu'on ne sait pas aujourd'hui en grande quantité remplacer ce calcaire, on sait le faire à la marge, mais on ne sait pas le remplacer en grande quantité. Et il y a toujours une émission de CO2, dit inévitable, ou fatale, ou CO2 de process, et ça représente effectivement 40-50% de nos émissions. Et donc, c'est vraiment le recours à la capture qui devient à ce moment-là nécessaire. Et on n'a pas parlé, mais four électrique... Non, alors four électrique, on n'y est pas encore et de très loin. On a besoin d'énormément d'énergie. Dans le four principal, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a 2 endroits où on met des combustibles. Dans le four principal, on a besoin énormément de rayonnement dans la flamme, donc le four électrique ne fonctionnerait pas. Il y a de la recherche sur l'autre partie où on met de l'énergie, c'est là où se décarbonate le calcaire, mais c'est encore très loin en termes de recherche. On parle éventuellement de plasma et de choses comme ça. Ça demande aussi beaucoup d'énergie électrique derrière, donc, voilà. Mais on est encore loin. Donc c'est des solutions, peut-être elles arriveront, mais compte tenu de l'enjeu de l'urgence, qui est de dire d'ici 2030, il faut qu'on réduise de 50% des émissions de CO2, c'est l'objectif pour la France, qu'à 2050, on soit en net zéro, il n'y a plus le temps d'attendre. Donc la meilleure solution en rupture technologique qui permet d'atteindre ces objectifs-là, aujourd'hui, c'est la capture. D'accord. Ça nous fait une bonne transition justement sur un acteur comme LNG, qui est un acteur lié au CO2, un acteur énergétique directement concerné par cette dynamique. Est-ce que Joachim, vous pouvez nous expliquer le rôle d'LNG dans la chaîne de valeur de la décarbonation? Comment les projets, on peut mentionner GoCO2, RunCO2, s'intègrent à cette transformation industrielle justement? Oui, très bien. Donc en 2 mots, donc LNG, on est un opérateur d'infrastructure, donc je pense que ça vous parle. On opère des terminaux méthaniers depuis plus de 60 ans. Alors le premier qu'on a opéré était au Havre et aujourd'hui hors service. Aujourd'hui, on exploite 3 terminaux méthaniers en France, 2 à Fos-sur-Mer, donc le plus ancien de nos sites, Fos-Tonquin, qu'on a mis en service en 72. Le plus récent de nos sites, Fos-Cavao, qui a été mis en service en 2010. Et on a un 3e terminal à Saint-Nazaire, à Montoire de Bretagne, qui a été mis en service en 1980, sur lequel moi j'ai commencé ma carrière en 97. Voilà, donc c'est un peu, voilà, ça remonte un peu.
Donc, ce sont des sites où on manipule des millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Donc voilà, c'est un terme qui est devenu assez commun dans le langage public là, depuis quelques années. On est un pur opérateur d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on manipule la molécule de nos clients. Voilà, on développe des infrastructures et on offre un service tarifé, évidemment, de réception de ce gaz naturel liquéfié. On le regazéifie et on les met sur le réseau. On est Alors, la plupart de nos activités historiques sont régulées. On est sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie. Alors, depuis plusieurs années, chez LNG, on a développé des services additionnels qui ne rentrent pas dans le domaine du régulé. Et on a fait de nos sites des hubs GNL. À l'origine, il y avait cette activité historique de regasification, mais aujourd'hui, sur nos sites, on recharge des camions de GNL qui vont alimenter des industriels qui sont loin du réseau ou pour la mobilité routière. On a des opérations de rechargement, de transbordement, de cargaison de GNL. Et puis, depuis maintenant 2 ans, je crois, on a un service de bunkering GNL, notamment à Fos-sur-Mer. On charge des navires souteurs qui alimentent notamment des porte-containers, CMA-CGM en particulier, qui ont fait le choix de la motorisation GNL pour leur flotte. Donc voilà, c'est une petite PME avec des gros actifs, très dynamique commercialement. Et donc on travaille maintenant sur le CO2 depuis. Alors on en parlait avec Thomas tout à l'heure. Moi, mon premier contact avec Lafarge sur GoCO2, donc le projet qui est autour de Saint-Nazaire, là, ça remonte à plus de 3 ans et demi, où effectivement, on s'est dit avec Lafarge et puis Natran aujourd'hui, anciennement GRT Gaz, qu'il y avait un truc à faire autour de leur site, du site de Lafarge de Saint-Pierre-de-la-Cour, qui est en Mayenne, et qui est un site que Lafarge et Thomas ont décidé, sur lequel ils ont une ambition de décarbonation. Et donc sur la base de ce noyau, on a constitué un tour de table assez rapidement avec d'autres émetteurs de la zone. Un autre cimentier qui est Heidelberg Materials, qui est dans les Deux-Sèvres, et puis l'Ouast, qui est un fabricant de chaux. Je ne suis pas spécialiste, mais ça ressemble un peu de loin à la fabrication du ciment dans un même contexte, avec des sites qui émettent principalement du CO2 issu du procédé de fabrication et qui est dans un contexte équivalent finalement de devoir passer par le captage et le stockage définitif pour se décarboner. Donc le principe de GoCO2, c'est qu'effectivement ces 3 émetteurs vont investir dans des unités de captage sur leur site et ensuite on va développer un système avec Natran posant du pipe et nous, le terminal, on va accueillir ce CO2 sous forme gazeuse, le liquéfier et le charger dans des navires qui iront dans des stockages géologiques permanents en mer du Nord. Alors, nous qui travaillons sur ce sujet, on est très, très excités parce que cette semaine a commencé en Norvège les premières opérations réelles d'un projet qui est vraiment emblématique pour la filière, qui est le projet Northern Light, où on trouve exactement ce schéma-là. Alors que c'est une cimenterie à Oslo, d'un concurrent de Thomas, de Heidelberg Materials, qui capte son CO2 sur son site, qui le liquéfie, qui le met dans des bateaux qui ont été construits pour ça, qui l'amène à un site de réception de ce CO2 liquide et qui ensuite sera injecté dans le sous-sol dans un réservoir géologique profond offshore de la Norvège. Voilà, donc les opérations vont commencer. C'est vraiment le projet emblématique et aujourd'hui il y a un pipe de projets très important en Europe et en France. La France est très active en fait sur ces thématiques-là. Et nous, LNG, on est relativement actifs également. Donc on a ce projet à Saint-Nazaire et puis on a un projet comparable à Fos-sur-Mer qui s'appelle Rhône CO2 et on a un tour de table. On retrouve les cimentiers. Alors Heidelberg et Lafarge sont aussi à Rhône. On a aussi Vicat qui est, alors pour la zone de Fos, peut-être le cimentier, le projet le plus avancé en termes de décarbonation. Les gens de Vicat ont été cités parce qu'effectivement c'est
c'est l'origine du ciment moderne. Ils ont un site dans le budget. Alors, ce qui est intéressant sur Rhône CO2, c'est qu'on travaille avec un opérateur d'infrastructure qui s'appelle SPSE, qui est en fait un opérateur d'infrastructure de pétrole et qui a, en l'occurrence, une canalisation existante qui est en DN1000. Voilà. Donc, il y a une grosse capacité de transit. Et donc, le projet dans le sud a pour vocation finalement de reconvertir cette canalisation de pétrole en CO2. Ce qu'on peut dire côté LNG, c'est qu'effectivement, là, on est alors, on n'est pas dans notre cœur de métier, mais ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire qu'on développe des projets pour le compte de tiers, dans une approche multi-client. On a des sites qui sont existants, bien positionnés au cœur de zones industrielles ou portuaires, donc proches d'émetteurs, alors relativement proches d'émetteurs. Ça dépend un peu des géographies. On a des sites existants qui sont bien positionnés, qui ont du foncier disponible. Et notamment dans le cas de Saint-Nazaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer une synergie entre les activités historiques GNL et les activités futures CO2. Le GNL est un produit qu'on reçoit à moins 160 degrés et qu'on regazéifie. Donc finalement, on a accès à des grandes capacités de froid, finalement, parce quand on regazifie le GNL, finalement, on extrait le froid de ce GNL pour le rendre gazeux. Et donc dans GoCO2, le projet, c'est de mettre en place une synergie pour liquéfier le CO2 de Thomas avec du GNL qu'on apportera à Saint-Nazaire. Donc voilà, on a un positionnement assez unique sur le système grâce à cette synergie froid. Et cherry on the cake, je parlais tout à l'heure de Northern Light. Northern Light a commandé des navires dédiés à ce trafic de CO2 entre les sites émetteurs et le site de stockage. Ces navires ont fait le choix d'une motorisation au GNL. Et donc, ce qu'on va faire à Montoire, on aura finalement un one-stop shop où les navires viendront à la fois charger le CO2 devant être stocké et à la fois faire le plein de carburant. Et ça, il n'y a qu'un terminal méthanier qui peut faire ça. Donc on a vraiment une offre de service qui est relativement unique dans le système. Et du coup, comment vous avez organisé ces projets à chaque fois? Enfin, est-ce que c'est LNJ qui a été pilote des projets ou c'est des choses qui sont faites à chaque fois naturellement? Alors effectivement, nous, notre savoir-faire, c'est de structurer ce qu'on fait dans le GNL, dans le gaz, et ce que fait aussi notre maison mère Natran, c'est qu'on a un savoir-faire d'organisation finalement du marché et de structurer des projets sur la base d'appels à manifestation d'intérêt ou open season. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait sur GoCO2 et sur Rhône CO2 l'année dernière. On avait préparé le terrain depuis 3 ans et demi avec nos partenaires historiques et on était sur le point de lancer, on était mûrs pour finalement passer une étape dans le développement de nos projets, lancer des études dites de pré-FEED ou de faisabilité. Et donc là, on a organisé sur ces 2 bassins des appels à ces open season CO2 pour dire, ben voilà, nous on est opérateur d'infrastructures en accès des tiers. Et donc on a un projet, on sait qu'on a des volumes qui sont suffisants pour faire émerger un projet. Donc si d'autres partenaires veulent nous rejoindre, c'est le moment. Alors on avait mis un ticket d'entrée pour rejoindre le projet, pour justement avoir autour de table des gens qui ont une réelle ambition. Donc pour faire le tri finalement entre ceux qui seraient là juste pour se rincer l'œil ou pour surveiller ce qui se passe et ceux qui ont une réelle ambition. Donc par ce biais-là, on a effectivement pu lancer nos études de faisabilité au côté infrastructure sur la base d'engagements financiers en réalité de nos partenaires. Alors sur GoCO2 finalement on est reparti grosso modo avec nos partenaires historiques sur la zone de fosse. Ça a été déterminant en fait. La zone de fosse, elle était particulière dans la mesure où il y a un territoire très émetteur de CO2 et des acteurs avec des ambitions peu claires. Et cet AMI qu'on a fait avec SPSE à Fos a vraiment permis de faire le tri entre ceux qui avaient une ambition 2030-2035 et ceux pour lesquels le choix était trop compliqué. Voilà,
Pour ceux qui connaissent Fos, vous pouvez décoder de qui je parle, mais voilà, il y a des gros émetteurs sur la zone et pour lesquels Fos n'était pas forcément, le site principal à décarboner tout de suite. Je crois que vous aviez des questions. Non, mais peut-être ce qu'il faut un petit peu aussi en termes notamment de raccordement électrique pour pouvoir rendre ces projets possibles. Oui, alors effectivement, en fait, ce sont des projets d'infrastructures qui sont structurantes pour les territoires. Alors, tout à l'heure, je parlerai aussi des projets de CCU, mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé des ouvrages gaziers, CO2, les pipes et le terminal, mais effectivement, on a aussi, c'est des projets qui ont des forts besoins de puissance électrique. Donc, alors chez les cimentiers, parce que manifestement, il y a plusieurs technologies de captage, hein, et les cimentiers avec lesquels on travaille font tous le choix d'une technologie de captage électro-intensive par condensation, par le froid des fumées. Et donc ça va appeler plusieurs dizaines de mégawatts de puissance sur les sites de captage. Et puis nous, sur le terminal, alors effectivement, il y a la synergie froid qui va nous permettre de réduire notre consommation électrique, mais quand même, on aura quand même besoin d'un système qui fonctionne si on n'a pas de GNL à regazéifier. On ne va pas s'arrêter de liquéfier le CO2 des cimenteries parce qu'on n'a pas de GNL. Bref, on a besoin d'un système hybride qui fonctionne à la fois en synergie GNL et à la fois avec de la puissance électrique. Donc oui, on aura besoin aussi d'une augmentation de puissance électrique importante sur la zone. Et sur Saint-Nazaire, pour ceux à qui ça parle, on expérimente un peu dans la douleur des nouvelles méthodologies de RTE, d'ouvrages mutualisés, avec des conditions d'accès à la puissance qui sont assez pénalisantes. Mais je ne me lançais pas là-dessus. D'accord. Merci, Joachim. Et donc ces projets, donc on voit sur les slides un peu les dates, ils seront prêts quand ? Alors ça, c'est les feuilles de route. Alors nous, on travaille pour le compte de nos clients qui ont des feuilles de route de décarbonation. Pardon, j'ai posé une question qui... Non, pas du tout, au contraire. Non, c'est une bonne question. C'est la question. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'urgence, évidemment, en lien avec la décarbonation. Les engagements qui ont été pris, poussés et par l'Europe et déclinés dans les États membres, c'est de réduire de 50% les émissions industrielles à horizon de 2030. C'est même 55% à 2030 par rapport à 1990. Et en France, c'est 50% pour nous, les sites les plus émetteurs, de réduction d'émissions en 2030 par rapport à 2015. Et après, il y a le fameux net zéro en 2050. Avec très certainement un objectif intermédiaire à moins 90% en 2040, ce qui est en train de se dessiner. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un timing qui est très serré. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à se coordonner tous les acteurs d'un projet comme GoCO2, par exemple, avec des émetteurs, un développeur d'infra de canalisation, le terminal, et de faire en sorte que on aligne nos timings pour être tous prêts au même moment. Pour être tous prêts au même moment, il faut qu'on prenne une décision d'investissement ensemble, à peu près, parce que personne ne va commencer à avoir une décision d'investissement tout seul en attendant que les autres éventuellement décident d'investir. Donc il faut aligner les décisions d'investissement. Aligner les décisions d'investissement, ça veut dire qu'il faut aligner la décision des études de design qui commencent à être très engageantes, qu'on appelle des FEED, F-E-E-D, qui sont des études de design qui commencent à être assez coûteuses. Et donc évidemment, par exemple, LNG ne va pas lancer une FEED sans être sûr que les émetteurs vont de leur côté aussi lancer leur propre FEED pour qu'à la fin, s'assurer qu'on arrive tous au même moment à la décision d'investissement. Et au milieu de tout ça, il y a toutes les procédures administratives qui rentrent en jeu et qui sont effectivement assez complexes. Alors, il y a une volonté forte de l'Europe, des États membres, de simplifier les procédures administratives pour les projets qui sont considérés comme prioritaires, et notamment les projets de décarbonation.
Donc il y a cette volonté-là, donc on la salue, c'est tout à fait formidable. Mais évidemment, la mise en pratique est toujours un peu plus complexe que ça. Mais c'est des études, il va falloir mener, on est en train de démarrer ça, des études de concertation, bien sûr, pour présenter ce genre de dossier à l'ensemble des populations qui sont potentiellement impactées. C'est un préalable et c'est évidemment extrêmement important. Donc, mais voilà, ça prend du temps. Il y a des analyses environnementales globales qu'il faut faire, d'impacts environnementaux. Donc chaque projet, le projet de l'émetteur, le projet du pipeline, le projet du terminal va faire ses propres études d'impact. Mais après, il y a une autorité environnementale, une autorité indépendante, qui demande à vérifier que si on met ensemble les études de danger, il n'y ait pas d'effet cumulatif de l'une sur l'autre. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Donc voilà. Donc il y a un enjeu très fort d'aligner proprement l'ensemble des démarches administratives au sein d'un processus de gestion de projet qui évidemment doit inclure tout ça. Et donc tout ça nous amène à aujourd'hui, on va dire 2031, qui serait déjà un très joli succès d'arriver à faire ça. Et comme le disait Joachim, il faut commencer à réfléchir depuis 2021 pour être au rendez-vous de 2031. C'est pour ça que des projets comme cela, qui sont évidemment des projets très impactants, qui nécessitent énormément d'investissement, qui vont nécessiter du soutien public aussi, des subventions, il faut les travailler dès maintenant, même si pendant les 10 ans où ces projets-là vont se développer, bien sûr, on continue à travailler sur des leviers pour réduire les émissions de carbone de nos cimenteries. Bien sûr, on fait tout un tas de tous les leviers que j'ai décrits précédemment, on les continue et on design l'installation pour ce que seront nos émissions en 2031. Alors, il y a un autre enjeu que tu n'as pas cité, Thomas, c'est l'argent. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un enjeu de coordination parce qu'on a tous finalement des énormes investissements devant nous. C'est-à-dire que sur chacune des briques de la chaîne, chacun des maillons, là, c'est des centaines de millions d'euros de décisions d'investissement. Donc la question de la coordination de l'ensemble est une question clé parce qu'effectivement, nos instances de gouvernance respectives vont vouloir s'assurer que tout ça fonctionne. Mais au-delà de ça, il y a, on n'en a pas encore beaucoup parlé, c'est finalement les fondamentaux économiques de ces chaînes-là, c'est le fait que ces chaînes soient raisonnables par rapport au coût des quotas ETS. Et que aujourd'hui, alors, il y a une incertitude finalement sur l'évolution de ce coût de quota. Aujourd'hui, ils sont relativement bas et c'est des chaînes qui sont bien plus élevés que les coûts actuels des quotas ETS. Donc pour que ces projets tiennent ce planning ambitieux qu'on vient d'évoquer, il est aujourd'hui indispensable que ces projets bénéficient de soutien public. Alors ce qui est important sur cette slide, c'est le petit icône en bas à droite. Là, donc vous voyez en fait, LNG et Natran sur GoCO2 et LNG et SPSE sur Rhône CO2, on est lauréat d'un appel d'un fonds européen qui s'appelle le Connecting Europe Facility, qui nous finance nos phases d'études. Les émetteurs sont aussi candidats à des guichets européens de Innovation Fund. Et puis, il y a cette année en France la première version d'un pseudo Carbon Contract for Difference qui est là pour justement qui est censé dérisquer l'écart de prix entre le coût des chaînes CCS et le coût des quotas ETS. Bon, c'est effectivement pas vraiment un CCFD, mais quand même, il y a une volonté de l'État de soutenir ces projets. Donc ces projets-là, ils auront besoin de soutien d'argent public et de soutien massif pour être dans la monnaie. Alors, à ces horizons-là, là où c'est plutôt légitime, c'est que quand on regarde, il y a des travaux sur ce qu'on appelle la valeur sociétale du carbone ou la valeur tutélaire du carbone, qui montrent que, alors je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais la société globalement a intérêt à décarboner ces filières-là, vu les coûts des chaînes CCS qu'on manipule, et que il y a un intérêt sociétal à ce que ces projets-là émergent et n'attendent pas finalement un hypothétique signal prix ETS qui pourrait arriver plus tardivement en 2035 ou même 2040. Donc il y a une longue digression pour dire
il y a besoin de financement public pour accélérer le développement de ces projets-là. Sinon, tout le monde va attendre finalement que le prix des quotas soit le signal prix suffisant pour faire démarrer les chaînes. Et c'est même, je reprécise, mais c'est tout à fait juste, le soutien public, la subvention publique, elle a pour vocation, et c'est comme ça que sont construits tous les appels d'offres auxquels on répond, c'est de pouvoir faire qu'un projet en l'état actuel qui n'a pas de rentabilité à cause des incertitudes évoquées, par exemple, si le prix du quota de CO2 dans 10 ans, on ne le connaît pas. Donc on fait des hypothèses. On ne sait pas s'il y aura un marché pour le ciment décarboné, on ne sait pas quel est exactement le premium on pourra mettre sur nos ciments. Donc on fait des hypothèses qui sont pas farfelues, qui ont une forme de réalisme, et on fait une sensibilité sur ces hypothèses-là. Mais même en jouant sur la sensibilité de ces hypothèses-là, on a du mal à faire que ce projet-là, dans les conditions actuelles, ait une rentabilité. La subvention publique, elle est là pour que d'un projet qui a du mal à trouver sa rentabilité, tout d'un coup, grâce à la subvention, il trouve une rentabilité suffisante qui va permettre à l'investisseur privé de prendre sa décision d'investissement. C'est ça le but d'une subvention, et c'est comme ça que tous les appels d'offres sont faits. Et il y a une aversion, en tous les cas, de ceux qui étudient nos dossiers sur la surrentabilité qu'offrirait une subvention sur un projet. Donc ces choses-là, ça n'existe pas, quoi, hein. C'est la subvention, il faut se battre, c'est hyper compétitif, il y a très peu de projets qui sont élus, et c'est vraiment destiné à des projets dont on va, grâce à ça, les faire basculer. Et encore une fois, c'est ce qu'on démontrait, il faut prendre des décisions d'investissement l'année prochaine ou dans 2 ans, voilà, pour que ces projets voient le jour en 2030-31, où on en aura vraiment besoin, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut effectivement qu'on ait réduit drastiquement nos émissions de CO2. Et justement, Kankoy, et si on prend un peu de hauteur, vous avez parlé, on a entendu les sujets de prix du carbone, mais nous, on peut aussi se dire, et c'est quoi le prix du ciment ? Quels sont le prix aussi de construire un nouveau type d'usine de fabrication ? Quels sont un peu ces différents rapports ? Et finalement, comment on regarde côté banque investisseur versus l'incidence pour le consommateur ? Oui, alors là, donc Thomas et Joachim ont abordé les aspects CAPEX et coûts. Donc là, on rentre dans le cœur du sujet. C'est vraiment là qu'il y a un problème, quoi. C'est-à-dire que ça coûte très cher. Faire de la décarbonation, la capture carbone, ça coûte très cher. Et en fait, le dilemme, il est un peu là. C'est-à-dire que si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer ? Donc 2026 jusqu'à 2034, il va y avoir le système de marché de quotas d'émissions. Et les cimentiers qui aujourd'hui bénéficient de quotas gratuits d'émissions, à partir de 2026, ces quotas gratuits vont diminuer progressivement pour totalement disparaître en 2034. C'est-à-dire qu'en 2034, les cimentiers, quand ils émettront une tonne de CO2, ils devront payer pour ça. Ils devront acheter un quota sur un marché. Aujourd'hui, donc, Joachim l'a dit, le prix de ce quota est faible, genre 70 €, 90 €. Et à ce prix-là, tous les investissements qui sont faits aujourd'hui de capture carbone ne sont pas rentables. C'est-à-dire que, à la limite, le cimentier, il aurait, pour lui, avec ce prix de sortie de CO2, il a plutôt intérêt finalement à payer la taxe. Il paye la taxe, il la répercute sur son prix de vente au client final. Et alors, même si on prend des hypothèses d'augmentation de ce prix de quota de CO2, l'ADEME fait des projections sur lesquelles on arrive à un prix de quota de CO2, de la tonne de CO2 de 180 € la tonne. Si on considère qu'une tonne de ciment, ça émet 670 kilos, probablement un peu moins, mais globalement 2/3, ça veut dire que pour payer en quota de CO2, il faudra doubler le prix du ciment. Alors, au lieu de 120 €, on aura 240 € la tonne de ciment. Mais d'un point de vue économique, ce n'est pas dramatique. Comme je vous ai dit, le ciment est vraiment pas cher. Donc, si on regarde la totalité du chiffre d'affaires de l'industrie du ciment en France, c'est de 120 à 150 € la tonne
pour environ 17 millions de tonnes consommées, on arrive à un chiffre d'affaires global de 2 milliards, 2 milliards et demi. Si on rapporte ça au chiffre d'affaires du BTP en France, 300 milliards, le coût d'achat du ciment, ça revient à peu près à 1% du prix de vente total du BTP. Donc autant vous dire que si jamais on devait doubler ce prix du ciment et passer de 120 à 240 euros la tonne, sachant que ça se fait sur 8 ans, de 2026 à 2034, 1% d'augmentation sur le prix final du BTP, ça ne se verra pas. Donc le sujet, il n'est pas là. Le problème, ce n'est pas un problème pour l'industrie du BTP, c'est par contre une vraie problématique pour le ciment. Et le sujet, c'est est-ce que le prix du quota d'émissions de CO2 augmentera suffisamment pour rentabiliser ces projets. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces projets, ils sont, je dirais, à l'état de prototype. Hein, et donc, bien évidemment, ils coûtent beaucoup plus cher. Enfin, on espère qu'au fur et à mesure qu'ils se développeront et qu'il y aura plus de volume, on aura une courbe d'apprentissage qui fait que ces projets qui sont lancés aujourd'hui deviendront monnaie courante après et moins chers. Mais au jour d'aujourd'hui, corrigez-moi Thomas ou Joachim si je me trompe, mais un projet, ne serait-ce que juste la partie de captage au niveau de la cimenterie, il faut compter genre 200 millions, voire plus, 300 millions d'euros, ce qui fait quasiment le prix de la cimenterie. Donc ça vous donne un ordre de grandeur, quoi. Le cimentier est obligé de rajouter en CAPEX l'équivalent de la cimenterie qu'il a déjà et qu'il a complètement amorti. Donc c'est vraiment des CAPEX qui sont conséquents. Et après, derrière ça, vous avez des OPEX, puisqu'il y a des coûts d'opération, et notamment énergétiques. Il faut beaucoup d'énergie pour liquéfier ce CO2, le transporter, etc. Donc tout ça fait que tout ça ne peut être rentable que si le prix du CO2 est suffisamment élevé. Alors. Et je rajouterais, effectivement, bien sûr, le prix du CO2, c'est un des drivers. Alors vous évoquiez qu'on a des quotas gratuits, et c'est vrai qu'on a des quotas gratuits, mais ils ne couvrent pas l'intégralité de notre production. Et le système des quotas gratuits, il était prévu pour protéger, éviter la distorsion de concurrence avec des zones économiques non européennes qui pourraient venir amener des produits comme du ciment sur le marché européen et qui ne seraient pas soumis à une taxe. L'Europe a décidé en fait d'inverser la proposition, et c'est le nouveau schéma qui se profile, c'est on arrête les quotas gratuits, mais en revanche on met une taxe carbone aux frontières qui correspond à la réalité de ce que vont payer les industriels sur la zone économique européenne. Voilà. Et donc effectivement, du coup, de quelque chose qui était ce mécanisme-là, il est évidemment bien plus incitatif que le précédent, parce que la taxe, vous la voyez directement, et on la paiera à terme sur toutes les tonnes de CO2. Bien sûr que c'est une chaîne de coûts qui est évidemment très élevée, mais derrière, le sujet principal, c'est le ciment et le béton restera, et même toutes les projections de l'ADEME le montrent, un matériau nécessaire pour la construction, pour les infrastructures. On en consommera certainement moins, parce qu'il y a eu une époque, notamment après-guerre, où on faisait du tout béton, ce qu'on appelait le tout béton, c'est-à-dire qu'on construisait tout en béton, on mettait une grue au milieu du chantier et on l'alimentait avec du béton et on construisait tout en béton. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est plus la solution, qu'il faut mettre le bon matériau au bon endroit et qu'il y a certaines structures qui n'ont pas besoin de béton, en tout cas de la résistance du béton, de la durabilité, etc. Donc évidemment, les modes constructifs vont évoluer et on va consommer moins. Mais on en aura toujours besoin. Et donc du coup, l'enjeu, c'est comment construire demain, quelles sont les exigences de la construction de demain vis-à-vis de son impact environnemental. Et une des réglementations qui existent en France, c'est la RE 2020, tu l'as cité au début, qui est l'une des réglementations les plus exigeantes au niveau européen, qui consiste à dire on ne doit pas émettre sur toute la durée de vie d'un bâtiment plus de... Alors je crois qu'aujourd'hui on est aux alentours de, je veux dire un chiffre qui sera faux, donc vous vérifierez, mais peut-être 550, 600 kg par mètre carré construit. Et ce chiffre-là, tous les 3 ans, il baisse. Et en faisant ça, on oblige évidemment tous les fournisseurs de matériaux d'un bâtiment à réduire leur empreinte carbone, et y compris le ciment. Et le ciment, c'est 1% de la valeur
d'un bâtiment, mais c'est probablement 20% de son empreinte carbone. Donc, je reviens au raisonnement qui était tenu, c'est de dire doubler le prix du ciment pour réduire de 20% l'empreinte carbone. Il y a une espèce d'effet levier là qui semble intéressant et sur lequel il faut qu'on continue à travailler. Les solutions techniques, y compris de la capture, je pense qu'on va les résoudre. Aujourd'hui, capter et liquéfier du CO2, ça paraît de la science-fiction, mais ça se fait tous les jours aujourd'hui. Et séquestrer du CO2, ça se fait déjà depuis les années 70. Et LNG est bien placé pour le savoir. Gérer une chaîne complète de gaz, qu'aujourd'hui, on trouve ça naturel quand on fait cuire l'eau de ses pâtes, de tourner le robinet et d'avoir du gaz. Je ne veux pas faire le schéma, tu le connais encore mieux que moi, mais la molécule de gaz entre... alors, elle vient un peu de Russie, mais quand elle vient, en tous les cas, des États-Unis, des champs de schiste, qu'elle a été extraite, qu'elle a été liquéfiée sur un port, transportée par des bateaux, déchargée à Saint-Nazaire, enfouie dans gazéifiée, enfouie dans le sous-sol, dans les stocks stratégiques, puisque tous les stocks stratégiques de gaz, c'est enfoui dans des formations géologiques, et réextrait, alimenté et amené à votre maison. On ne réalise plus aujourd'hui le parcours incroyable de la petite molécule de gaz, de méthane. Et ben, demain, ce qu'on veut faire avec le CO2, c'est la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. On renvoie le gaz de là où il vient. Donc, je pense que techniquement, technologiquement, c'est absolument pas insurmontable, bien au contraire. En revanche, ce qui est hyper important, c'est dans le temps qui nous est imparti, c'est en fait une éducation de la société à effectivement utiliser des matériaux moins carbonés et qui auront effectivement une valeur supérieure. Donc il faut créer un marché, il faut que le marché soit là. Et on en revient à un truc de base, c'est qu'effectivement, si on n'a pas de marché, on peut avoir les meilleures idées du monde, ça ne fonctionnera pas. Donc un des enjeux énormes, au-delà de la technique, bien au-delà de la technique, c'est effectivement créer les conditions d'un marché pour des matériaux de construction, et en particulier du ciment, qui soient décarbonés. Oui, je pouvais réagir aussi sur les perspectives de réduction des coûts de la chaîne. Alors effectivement, je pense que d'un point de vue courbe d'apprentissage, on est sur des technologies qui sont relativement matures. Voilà, capter du CO2, le transporter par pipe, le liquéfier, même des bateaux de CO2, tout ça, ça existe déjà depuis de nombreuses années. Les vraies pistes de réduction des coûts de la chaîne, c'est la massification, c'est des volumes supplémentaires. Alors, ce qui est important de noter, c'est que les cimentiers sont les clients d'ancrage, en fait, c'est les précurseurs de ces infrastructures. Comme Thomas l'a expliqué, parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives, d'une part, et ils ont des gros volumes. C'est-à-dire que voilà, un cluster comme GoCO2, c'est de l'ordre de 2 millions de tonnes de CO2 par an, parce qu'il y a 2 cimenteries. L'Ouest est un peu marginal dans cette affaire. Et ça, c'est des volumes qui font émerger des infrastructures. Il y a une taille critique suffisante pour faire émerger des infrastructures et une première étape. Mais ça ouvre la porte à la suite. Et grâce, entre guillemets, au volume des cimentiers, grâce à leurs ambitions, ça va ouvrir la porte à d'autres, des émetteurs de taille peut-être plus réduite. Alors de taille beaucoup plus réduite, et aussi à des émetteurs de CO2 non, ça marche. Ouais. Notamment dans l'Ouest, il y a tout un réseau, tous les méthaniseurs du Grand Ouest qui ont du CO2 disponible, parce que pour produire du biométhane, il faut extraire beaucoup de CO2. Donc là, il y a un gros potentiel de CO2 dans le Grand Ouest, des petits émetteurs diffus, mais comme l'infra émerge grâce à des gros émetteurs uniques, ça ouvre la porte à ça. Et la réduction des coûts, elle passera par la massification, et elle passera par des business models pour ces petits émetteurs. Donc il y a un enjeu sur des business models, sur la valeur du CO2 biogénique. Alors il y a des projets. Alors, les autres upsides ou opportunités qui émergent immédiatement grâce au projet de CCS, ce sont les projets de CCU. Donc si on retourne sur Saint-Nazaire, grâce aux infra GoCO2 qui sont là
pour des filières de stockage, on a vu apparaître quasiment dans la foulée 2 projets d'utilisation de CO2 pour faire des molécules de synthèse. Donc il y a un projet que Thomas connaît mieux que moi qui s'appelle TechCare, qui a vocation à produire du kérosène de synthèse. Et un autre projet qui s'appelle Green Coast, qui a vocation à produire du méthanol de synthèse et qui va utiliser en base la fraction biogénique du CO2 des cimenteries. Comme l'a expliqué tout à l'heure Thomas, dans leurs émissions, dans la partie combustible, le fait de consommer des combustibles alternatifs utilise finalement une partie de biomasse qui génère du CO2 biogénique, c'est-à-dire du cycle court du carbone. Et donc ce CO2-là, de par la réglementation européenne, il a un débouché naturel, entre guillemets, même si c'est des projets complexes et qui ont aussi besoin de structuration européenne et d'un contexte européen. Voilà, cette fraction biogénique, dans les cimenteries, elle a un débouché naturel vers les projets de CCU, mais au-delà de ça, trouver un business model pour, par exemple, faire des émissions négatives grâce au CO2 biogénique diffus, ça peut complètement changer la donne des clusters. Alors, je sais qu'au niveau européen, il y a des réflexions en cours sur le sujet, mais si effectivement on donne à des émetteurs de CO2 biogénique de type méthaniseur une vision long terme d'un marché profond pour des émissions négatives de leur CO2 biogénique, alors là, on va changer d'échelle complètement dans les territoires, et notamment à Saint-Nazaire, qui est un territoire industriel de moyenne gamme. Aujourd'hui, avec Lafarge, Heidelberg et l'Ouest, je pense qu'on a traité les principaux émetteurs industriels. S'il y a ce changement de vision marché sur le CO2, sur le bio-CCS, comme je l'appelle, ça peut changer complètement la face du cluster. Et là, on aura des effets d'échelle importants et des réductions de coûts importants. Je voudrais Non, mais je vais en profiter pour revenir avec vous, Thomas, sur les instruments réglementaires. Du coup, on l'a évoqué assez exhaustivement, du coup, entre les quotas carbone, la RE 2020, le CBAM. Le principal driver, au final, économique des aides publiques vont être d'apporter au projet justement une rentabilité. Et ma question, est-ce que le cadre actuel il est suffisant ou est-ce qu'il va nécessiter des évolutions majeures dans les années à venir, selon vous, avec votre vision plutôt industrielle? Il y a toujours des besoins d'évolution, mais déjà il a fixé un cadre. Il y a déjà un cadre qui est clair. Si on les prend dans l'ordre, il y a des quotas pour les industriels dont le mécanisme change. Et donc, normalement, le coût de la taxe carbone doit augmenter. Alors, ça fait un peu bizarre quand on est industriel de dire on veut que la taxe augmente. Donc, mais quand même, voilà. Donc, pas l'habitude de dire des choses pareilles. C'est enregistré. Oui, non, pas trop, j'espère quand même. Mais enfin, je le dis au nom d'autres. Donc, mais oui, il y a un besoin de créer des conditions incitatives. Et quelque part, cette taxe, et effectivement, les cimentiers français et même européens sont en faveur d'un système qui soit performant et qui, du coup, par l'augmentation de cette taxe, crée les conditions de rentabilité de projets qui sont effectivement lourds. Il faut bien sûr une forme de constance dans les politiques, ça on le répète à l'envi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on change de cap tous les 3 ans. Donc pour l'instant, il y a cette constance. On a changé de commission européenne, mais la constance est restée. Il y a eu des nouvelles élections, mais on reste sur ce cap. Il faut qu'en France, on reste aussi sur le même cap. Il y a des réglementations, effectivement, sur la construction en France qui sont assez exigeantes. Voilà, on les a intégrées. C'est un bon driver, donc il faut les maintenir. On voit des choses qui existent je parlais de la création du marché. Et là, il y a des choses encore à faire bouger à notre sens. On voit que, par exemple, l'Europe a décidé d'obliger, pour l'aviation notamment, il y a des mandats d'incorporation, c'est comme ça que ça s'appelle, des mandats d'incorporation de fuel de synthèse dans le mix fuel des avions. Et elle a imposé non seulement des fuels qui soient
verts, entre guillemets, mais en plus, à l'intérieur de cette catégorie de fuel vert, des fuels qui soient fabriqués à partir de CO2, d'hydrogène vert et de CO2 capté biogénique. Bon. Donc en disant ça, en disant qu'en 2030, il faut qu'il y ait 1,5%, je crois que c'est ça le chiffre, ou 0,5%, de ces fuels de synthèse dans l'aviation, puis ensuite ça augmente, et ben on crée le marché. Parce qu'en face de ça, en face du non-respect du mandat d'incorporation, il y a évidemment une pénalité. Et si la pénalité est suffisamment forte, et ben, on va acheter ces nouveaux produits. Donc on sait quelque part, par la régulation, créer un marché en espérant qu'après le marché vole de lui-même. Donc on n'est pas pour de la surréglementation du marché, c'est pas ça, mais il y a un moment donné, si on veut opérer une transition, eh ben, il faut qu'il y ait quand même une incitation, un coup de pouce, et le coup de pouce, il est par les subventions, on a parlé, ça il faut continuer à le faire, et aussi en créant des conditions d'un marché. Donc on sait le faire sur l'aviation, le maritime, c'est pas encore aussi clair que ça, il faudrait probablement être un petit peu plus exigeant, et puis sur les autres matériaux, je parlais du marché du ciment, choses comme ça, il y a certainement des choses à imaginer pour créer ces conditions-là. Et Joachim parlait très bien du fait que quand on crée cette infrastructure, nous on capte énormément de CO2, notre cimenterie en gros, pour faire simple, c'est 1 million de tonnes de CO2 qui vont circuler dans ces pipelines-là. Il y en a aujourd'hui que 20% qui est la fraction biogénique qui peut servir à être réutilisée. Mais en fait, le CO2 qui soit biogénique ou qui soit dit fossile, c'est le même. Et il y aurait certainement besoin, dans la réglementation, d'assouplir cette exigence qui est qu'on ne peut réutiliser que le CO2 biogénique, pour dire on devrait pouvoir utiliser du CO2, par exemple, d'industries comme les nôtres, du CO2 dit de process, où on veut l'appeler minéral. Nous, on dit qu'on a un CO2 minéral, celui qui vient du calcaire. Ce n'est pas un terme officiel, mais c'est un terme un peu marketing. Donc ce CO2 minéral, à notre sens, il serait tout à fait fondé à pouvoir être utilisé pour faire des molécules de synthèse, et on devrait pouvoir bénéficier du fait qu'on va se décarboner au travers de la réutilisation de notre CO2 minéral, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut, pendant un certain temps, utiliser ce CO2 minéral pour faire un fuel de synthèse, mais on continue à payer les quotas de CO2 et on continue à avoir ce CO2 dans notre empreinte carbone. Donc voilà, donc dans la réglementation, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a tout un schéma qui se met en place, il y a un Green Deal au niveau européen qui est l'axe stratégique de l'Europe. Clairement, l'axe stratégique de l'Europe, c'est de dire on veut décarboner notre zone économique, on veut décarboner nos industries en les maintenant compétitives. Donc les maintenir compétitives, ça veut dire protéger malgré tout un peu le marché contre d'autres industries qui pourraient rentrer dans ce marché-là sans les mêmes contraintes, c'est une chose. Et deux, la compétitivité, elle viendra aussi de l'innovation, parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la décarbonation, c'est aussi un accélérateur incroyable d'innovation. Et donc on va innover sur la décarbonation, mais souvent quand on innove, quand on fait de la recherche, on cherche quelque chose et on découvre finalement quelque chose qui n'avait rien à voir, mais c'est quand même la recherche et l'innovation qui a permis ça. Donc on croit aussi beaucoup au surcroît de compétitivité au travers de l'innovation. Et finalement, est-ce que toutes vos cimenteries ont vocation à bénéficier de ce type de projet, ou est-ce que forcément vous allez pardon, c'est une question difficile, vous refocalisez sur là où il peut y avoir des vallées industrielles où on va construire des pipes CCU, CCS? Alors, en fait, déjà, toutes nos cimenteries ne sont pas au même niveau de technologie. Elles ont leur histoire. Elles n'ont pas toutes été construites à la même période. Il y en a des plus anciennes qui ont des technologies qui sont évidemment plus vieilles, de process plus vieux. Il y en a, voilà. Donc, de manière assez évidente, c'est évidemment, avant d'investir dans une capture qui coûte, ce qu'on a dit tout à l'heure, quelques centaines de millions d'euros, il faut d'abord... on peut faire ça que sur des sites qui sont déjà optimisés. Voilà, donc déjà, toutes les cimenteries, par ça, elles ne sont pas forcément éligibles. Et ensuite, et c'est le travail que l'on fait, il faut capter le CO2, c'est bien, mais il faut savoir quoi en faire. Donc il faut savoir où le transporter, donc il faut créer ces clusters, il faut créer ces infras. Et donc assez naturellement, c'est décidé dans une première vague, voilà, des clusters naturels. Il y a le cluster de Saint-Nazaire, il y a la vallée du Rhône nous concernant, il y a le sud-ouest de la France aussi, dont on n'a pas parlé, mais dans le sud-ouest de la France, il y a des opportunités extrêmement intéressantes pour aller stocker onshore, pas besoin d'aller en mer du Nord, mais il y a des possibilités, il y a des formations géologiques qui seraient adaptées. Donc on est en train de regarder ça aussi avec beaucoup d'attention. Donc voilà, assez naturellement, au travers de ces clusters
les sites qui sont dans ces clusters sont éligibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien sur les autres, au contraire, on travaille sur les autres leviers, on travaille sur des modernisations, on travaille sur, voilà, pour les amener le plus bas possible en termes d'émissions de CO2, et il y aura peut-être plus tard des deuxièmes vagues, mais ça va certainement se faire par vagues successives. Bon, si on va prendre quelques questions du public, s'il y a des sujets. Ah, Maxime. Bonsoir messieurs, merci beaucoup pour votre intervention. Maxime Azurier, je travaille au sein du cabinet Brodin-Pratt avec Gabriel sur les sujets énergétiques. On parle de l'écriture d'une thèse sur le développement des corporate PPI en France. Ma question s'adresse à monsieur Decharette et monsieur Labauge. Donc je crois comprendre que vos sociétés interviennent donc sur la chaîne de valeur de CCUS. Mais j'ai quelques petites questions. La première, c'est quelles sont les techniques mises en place qui vous permettent de capturer en fait, ces émissions de CO2 ? Et une deuxième question un peu plus généraliste, avez-vous déjà pensé dès lors que vous avez capturé ces émissions de CO2, pour les valoriser, avez-vous déjà envisagé de transporter cette capture de CO2 entre différents sites dans des zones géographiquement distinctes ? Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la deuxième question, mais je vais répondre à la première déjà, et vous repréciserez la deuxième. Les technologies de capture, pour faire très simple, parce qu'en fait, il y a beaucoup de recherches autour de ces sujets-là, il y a beaucoup de technologies assez différentes. Il y a deux grandes technologies qui émergent de manière mature. Il y a une technologie qui est utilisée depuis très longtemps, qui est une technologie dite aux amines. Donc vous avez des amines qui viennent, qui viennent capter le CO2, et ensuite, avec un solvant, on extrait le CO2 de ces amines. Et puis, voilà, on extrait le CO2. Et puis ensuite, les particularités technologiques de cette solution-là, c'est qu'il y a besoin de régénérer au bout d'un certain nombre de cycles ces amines. On a besoin de chaleur pour ça. Et puis on utilise des solvants. C'est des produits qui sont pas toujours, qui peuvent aussi avoir un impact environnemental, dont il faut être bien s'assurer. L'enjeu, c'est surtout la chaleur. Et nous, dans nos sites industriels, on n'a souvent pas assez de chaleur fatale pour pouvoir régénérer ces amines. Donc on serait obligé de générer de la chaleur additionnelle. Donc on imagine assez peu devoir créer une chaudière pour derrière générer des amines. Ou alors on ne capturerait que le CO2 qui correspondrait à la quantité de chaleur que l'on a disponible sur le site. Mais c'est une technologie qui existe depuis très longtemps, elle est fiable, et en revanche son intérêt fort des amines, c'est que ça peut traiter n'importe quelle concentration de CO2 dans les fumées, y compris des concentrations assez faibles. L'autre grande catégorie, c'est effectivement une catégorie dite cryogénique, c'est-à-dire par le froid. On va distiller à froid, si je puis dire ça comme ça, le CO2 dans les fumées. Ça consomme beaucoup d'électricité, en revanche, et ça nécessite de préparer les gaz qu'on va traiter. Il faut les épurer de tout ce qu'on peut avoir dans des gaz industriels. Et puis, ça marche avec des niveaux de concentration quand même assez élevés en CO2. Donc, le mieux, c'est d'être à partir de 30%. Ça commence à être bien efficace en termes de concentration CO2. Nous, dans une cimenterie, on est souvent entre 15 et 20% de manière assez naturelle. Donc, on a souvent besoin, quand on installe ces technos, d'enrichir un petit peu plus nos fumées en CO2. Il y a différentes manières de le faire. On peut rajouter un petit peu d'oxygène dans la combustion. Et on peut aussi capter les fumées à un endroit où elles ne se sont pas encore diluées avec des entrées d'autres airs dans les fumées. Donc voilà, mais ça nécessite d'adapter un petit peu notre process. Mais en France, on a plutôt retenu la technologie cryo parce qu'on a l'électricité disponible et les bas carbone. Alors on a besoin de raccordements supplémentaires, mais c'est des choses qui sont quand même relativement accessible en France. Peut-être on ne ferait pas le même choix dans d'autres pays. Mais voilà, donc voilà, ça c'est les deux grandes catégories. En fait, il y a beaucoup plus de techno que ça, mais c'est les deux grandes technos qui existent. Et après, la deuxième question, je n'avais pas forcément saisi. Je pense que c'est notamment sur le projet TechCare. Donc on capte à un endroit le carbone et on le réutilise à un autre endroit et on le transporte grâce à l'infrastructure, non ? Oui, ben c'est exactement ce qu'on envisage de faire. Dans le cadre de GoCO2,
ce dont on est convaincu maintenant, c'est qu'on ne va pas installer les unités de réutilisation du CO2 sur nos sites industriels. Voilà, nos sites industriels, ils sont trop éloignés, ils sont souvent en pleine nature, ils sont à côté d'une carrière. Et donc, parce que malgré tout, transformer du CO2 pour en faire du méthanol ou du kérosène, c'est une raffinerie, quelque part. Hein. C'est une raffinerie qui ne dit pas son nom, mais c'est une raffinerie. Donc on ne se voit pas installer à côté de notre site, là où on est, une raffinerie. D'abord, on n'a pas la place, il y aurait d'autres enjeux, on n'est pas sur des plateformes industrielles, il faudrait encore plus d'énergie électrique, etc. Donc l'idée, c'est vraiment, on transporte le CO2, et en règle générale, la plupart du temps, on l'emmène dans une zone portuaire qui est une zone industrielle. Saint-Nazaire est un très bon exemple. Il y a une raffinerie, il y a différents terminaux, etc. Et donc là, à cet endroit-là, ça devient pertinent d'installer l'usine de réutilisation. Une autre question ? Bonsoir, merci pour cette table ronde très intéressante. Donc moi je m'appelle Kater Ziad, je travaille en investissement dans des sociétés qui contribuent à la transition énergétique et j'ai quelques questions qui viennent compléter les questions précédentes sur les différentes technologies. Et je suis curieuse de savoir quel est le pourcentage de CO2 qui est capté en fonction des différentes technologies sur les cimenteries. Et ensuite, quel va être le rendement, enfin le CO2 par rapport au, donc pour capter ce CO2, le valoriser, quelles sont les émissions de carbone, que ce soit en termes de consommation d'énergie, en phase de liquéfaction, pour le transport. Et est-ce que finalement le rendement est intéressant en fonction de la techno ? Oui, alors quand on va installer une technologie de capture sur une cimenterie, en règle générale, on va capter tout le CO2 aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que si on met une capture, voilà, toutes les émissions, on les capte. On pourrait effectivement, dans certains cas, se dire si je veux une technologie aux amines, j'ai que tant de quantité de chaleur disponible, donc je vais capter que tel pourcentage. Mais nous, aujourd'hui, le principe, c'est on met une capture. Au vu des investissements qui sont en jeu, autant effectivement tout capter. Après, ce dont vous parlez, c'est l'analyse du cycle de vie, en définitive, de l'ensemble de la chaîne. Alors, c'est des calculs qui sont encore en cours chez nous. On n'est pas allé encore au bout du calcul, mais quand vous imaginez que vous allez capter 1 million de tonnes, par exemple, sur une cimenterie, on est assez serein sur le fait qu'on ne va pas dans l'ensemble du cycle de vie de la capture ne va pas émettre 1 million de tonnes. Donc le rendement, il est certainement très élevé. L'exemple que je peux vous donner, en revanche, c'est un cas pratique sur un de nos projets où on capte 200 000 tonnes de CO2 en vue de fabriquer du méthanol de synthèse, qui doit servir pour être un fuel pour le maritime. Et pour que ce méthanol soit un fuel, il faut qu'il y ait l'analyse du cycle de vie de l'ensemble entre la capture du CO2, la fabrication de l'hydrogène, l'usine de méthanolation. Il faut que cette empreinte carbone soit inférieure de 70% à l'empreinte carbone du méthanol produit par du gaz. Et aujourd'hui, quand on fait un cycle comme le nôtre, on arrive même au-delà de 85% de réduction de l'empreinte carbone du méthanol à comparer avec un méthanol qui aurait été produit par du gaz. Donc c'est quand même des efficacités en termes de CO2 qui sont très élevées. Oui, il y a un peu de littérature sur ce sujet du rendement CO2 finalement de la chaîne. Il y a de la littérature relative au projet Northern Light, projet norvégien, qui montre des rendements au-delà de 90% finalement. C'est-à-dire que ça, voilà, il n'y a pas photo finalement sur l'intérêt. Effectivement, projet par projet, il faudra faire l'exercice, suivant les volumes, les destinations, etc. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le côté bénéfique de l'exercice. Bonsoir, Sophie Huet, Banque des Territoires, directrice d'investissement en infrastructure. Merci beaucoup pour votre description des chaînes de valeur. Moi, je découvre le sujet. Et je voulais savoir sur les modèles économiques qui s'appliqueraient à ces finalités.
Est-ce que vous imaginez que les cimentiers ajoutent des capex à leur cimenterie pour faire la liquéfaction et aller jusqu'au stockage, ou plutôt des solutions avec un tiers investisseur financeur qui apporterait cette dernière brique pour leur compte? Est-ce que vous voyez ces mécanismes plutôt se financer en financement de projet ou en financement corporate dédié? Comment vous voyez un petit peu les choses? Très bonne question. On regarde les différentes options. D'accord. On a un projet, celui que je décrivais, sur la partie méthanol, avec une capture de CO2 qui va alimenter une usine de méthanolation. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Elise Energy. Et sur ce projet-là, on travaille clairement en project finance. Donc on a décidé de tester quelque part la solution project finance, y compris sur l'investissement dans notre site pour mettre une capture en project finance, etc. On travaille avec la Banque des Territoires de Lyon. Donc ça, voilà, ça c'est effectivement quelque chose que l'on teste. Et le groupe réfléchit aussi à ça, parce que derrière, effectivement, on comprend bien que même si la plupart des projets, pour continuer à répondre à votre question, la plupart des gros projets qu'on a présentés à l'Europe sur lesquels on a eu des financements ont été présentés sous forme de financement corporate, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas basculer ensuite autrement. Et, excusez-moi, juste un dernier point. Simplement, on se rend effectivement compte que dans toute cette chaîne, il y a bien sûr des enjeux de liability qui sont énormes. Il y a des risques à toutes les étapes. S'il y en a un qui fait défaut, quelles répercussions ça a sur la chaîne, en aval, en amont. Et on imagine bien qu'il va falloir trouver des mécanismes pour mutualiser ce risque-là, et qu'on ne va pas pouvoir faire remonter tous les risques à la maison mère. Ça paraît assez peu probable. Et donc il y a une réflexion autour d'un point de vue, effectivement, couverture du risque, et donc probablement derrière financement sous forme de projet, qui est une manière aussi quelque part en partie dérisquer certaines choses. Voilà, mais on est au début de ces réflexions-là, et effectivement tous les schémas sont ouverts. Le project finance en fait clairement partie. Et il y a même des réflexions plus grosses en se disant, est-ce qu'il ne faut pas qu'au niveau du groupe il y ait des entités dédiées, peut-être une entité séparée qui soit, je sais pas quoi, Holcim Capture, qui soient indépendantes et qui elles-mêmes investissent dans les assets, etc. Donc voilà, tout ça est en cours de réflexion. Oui, juste pour préciser, donc ce qu'a décrit Thomas est relatif aux investissements sur le site de la cimenterie. Et ensuite, si je prends l'exemple d'LNG, nous on va investir probablement avec du financement corporate, c'est plutôt le cas de base. Et ensuite, on va asseoir nos investissements grâce à des contrats de long terme que Lafarge souscrira auprès de nous, avec des clauses un peu classiques dans notre business de ship or pay qui nous garantissent finalement un revenu suffisant sur des durées suffisamment longues pour asseoir la décision d'investissement. Donc on va être des OPEX finalement dans la chaîne de valeur de Thomas. Voilà. Et ça sera ça. Donc Thomas aura financé sa capture sur ses fonds propres et ensuite à avoir des OPEX sur toute la chaîne depuis sa clôture jusqu'au puits. Et c'est là justement où quand on n'a pas l'habitude, quand on se retrouve à se dire on va se retrouver avec un contrat take-or-pay sur 20 ans, sur 1 million de tonnes par an de ciment, on se dit ok, alors take-or-pay, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de garantie? Et donc c'est là qu'on rentre dans les réflexions que vous évoquiez. Voilà, et pour illustrer ce point, c'est-à-dire que la question du risque qui est déterminante, c'est-à-dire que nous, on est dans la chaîne de valeur, le terminal est relativement petit, mais si on s'arrête, on arrête la chaîne. On est relativement petit, et si on s'arrête, on arrête toute la chaîne. Et donc, on ne peut pas être exposé à un risque du coût complet de la chaîne, alors qu'on n'est qu'une fraction marginale du coût de la chaîne. Donc ce sujet-là est un sujet fondamental. Et là encore, il y a des mécanismes qui restent à inventer, et pourquoi pas de la puissance publique. Donc je suis un peu monomaniaque, mais sur le projet norvégien, ce qu'on comprend, c'est que l'État norvégien
a joué ce rôle de midstreamer pour dérisquer la chaîne, et notamment le décalage de démarrage des opérations entre le cimentier d'une part et le stockeur d'autre part, qui sont décalés quasiment d'1 an à peu près. Le stockeur Equinor avait déclaré qu'il était prêt à démarrer il y a plusieurs mois. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est l'État finalement qui a couvert le défaut de démarrage du client principal. Donc voilà, il y a des choses on a beaucoup de travail devant nous, au-delà de la technique, hein, parce que la partie business model et partage du risque, elle est encore en chantier. Merci. Merci pour cet échange. Camille Robin, je travaille au fonds Low Carbon Equity de BNP. Thomas, vous avez mentionné le recyclage dans les leviers de décarbonation. Donc j'aurais une question pour le panel. En premier, quelle place justement peut prendre le recyclage dans cette décarbonation? Et dans un second temps, est-ce que selon vous, les bétons à base sans matière vierge ou à partir de matières recyclées, dans quelle mesure ça représente une alternative viable pour le secteur? Alors le recyclage, en fait il y a deux éléments dans le recyclage. Il y a le recyclage pour le recyclage en tant que tel qui est vertueux, et donc ça aujourd'hui notre enjeu c'est effectivement de monter assez haut, peut-être une quinzaine de pourcents, peut-être 20% de matières recyclées dans nos matières premières. Et après, est-ce que ce recyclage a un impact sur la décarbonation? Ça c'est un peu plus compliqué parce que vraiment pour trouver en quantité ce qu'il nous faut pour décarboner notre matière première, c'est, désolé de la chimie là, mais c'est un oxyde de calcium, quoi. C'est du CaO. Voilà. Ça, si on rentre ça pur dans la matière première, alors c'est l'oxyde de calcium qui n'a plus de CO2. Donc derrière, il n'y a plus besoin de l'énergie pour le décarboner et on gagne sur la décarbonation et un peu sur l'énergie. Mais ça, dans les matières recyclées, on n'en trouve pas tant que ça. On trouve beaucoup de silice, mais moins d'oxyde de calcium. Donc le recyclage, c'est très positif et voilà, et c'est évidemment vertueux d'arriver à recycler le plus possible nos matériaux. L'effet sur la décarbonation, il sera réel, ça va peut-être être 5%, 6%, ça ne sera jamais 30 ou 40%. Enfin, en tous les cas, on ne pense pas à ce stade. Donc ça sera bénéfique, c'est sûr, ça ne sera pas le levier principal de la décarbonation. Ensuite, voilà, pour simplement avoir quelques ordres de grandeur, aujourd'hui, dans 1 mètre cube de béton, il y a 300 kg de ciment, un peu moins de 300 kg de ciment. Il y a 2 tonnes de cailloux, 1,5 tonne, et de l'eau. Voilà. Donc après, demain, faire des bétons qui sont les plus décarbonés possibles, et le poids du CO2 dans tout ce que je viens de décrire, la recette du béton, 80% c'est le ciment. Et dans le ciment, la majeure partie c'est le clinker. Donc vraiment, l'enjeu pour nous, c'est de continuer à être capable de produire des ciments qui ont le moins possible de clinker à l'intérieur. Donc c'est vraiment au travers de l'ajout de produits qui ont un effet de pouvoir hydraulique, de liant hydraulique, comme le clinker, mais qui sont le moins carbonés possible. Et ça, c'est entre autres les argiles calcinées qui aujourd'hui nous semblent être ce qui a le plus d'intérêt. Après, comme c'était cité, vous allez trouver un certain nombre d'autres acteurs qui sont capables de produire des ciments et donc des bétons, parce qu'on produit souvent du ciment pour faire du béton, qui n'ont pas de clinker, qui ceci, que cela. Voilà. Quand vous avez un liant hydraulique qui n'a pas de clinker, il a forcément quelque chose d'autre à l'intérieur, il n'a pas rien, quoi. Et souvent, ce quelque chose d'autre, il émet quand même du CO2. Voilà. Hoffmann, ils utilisent du laitier. C'est très bien, le laitier, on l'utilise depuis toujours dans le ciment, mais ça a une empreinte carbone qui n'est pas à zéro. Toutes les solutions sont bonnes à partir du moment où elles permettent de conférer au ciment, au béton, sa caractéristique principale au-delà de la compression, c'est la durabilité. Un béton, c'est capable de durer dans le temps à partir du moment où c'est bien fait, c'est bien dosé, ça a les bonnes caractéristiques. Ça peut résister à des eaux salines, à des eaux sulfatées, ça peut résister, évidemment, il faut que ça résiste à la corrosion, à des effets de carbonatation des aciers, ça doit résister dans le temps. C'est ça sa caractéristique principale. Et donc, tous les nouveaux matériaux,
s'ils veulent remplacer le béton, il faut qu'ils le remplacent avec les mêmes caractéristiques. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est les volumes. Ce qu'on n'a pas dit en introduction, c'est que le béton, donc du ciment mélangé avec des cailloux et de l'eau, c'est le deuxième matériau le plus utilisé dans le monde après l'eau. Voilà. La première matière qu'on utilise dans le monde, c'est l'eau. Après, c'est le béton. Alors certains pourraient le regretter, j'en sais rien, mais enfin, toujours est-il que c'est la réalité. Et donc, dire que demain, on va construire sans béton, voilà, c'est pas réaliste, quoi. On peut pas partir de ce postulat-là pour se dire on va se décarboner en disant on va arrêter d'utiliser le béton. Je pense que on part d'un mauvais postulat si on part de là. Parce que c'est comme si on disait demain plus personne ne boit d'eau, quoi. Voilà, donc... Et donc l'enjeu de tous les matériaux alternatifs qui sont très bien, c'est le volume. Voilà. Donc c'est sûrement très bien en tant que tel. Est-ce que c'est capable de se substituer en termes de volume aux besoins? Voilà, c'est ça la solution. Donc nous, voilà, on pense pas. Et donc on pense, fort de cette petite démonstration, que il y aura toujours besoin de produire du ciment, il y aura toujours besoin de produire du clinker, moins certainement, mais il y aura toujours besoin. Et donc, il faudra capter le CO2 dans nos cimenteries. Juste un complément par rapport à ça. Tous les substituts que j'ai pu citer, que ce soit les cendres volantes, le laitier moulu des hauts fourneaux ou les argiles calcinées, sont des substituts partiels. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas des liants hydrauliques comme le ciment. Ils doivent être activés par du clinker pour faire la réaction chimique. Donc, ils ne peuvent pas substituer à 100% le clinker. Voilà. Donc, il y aura toujours du clinker. Et il y a aussi des problèmes d'assurabilité, puisqu'on n'a pas de recul sur certaines solutions, je pense, sur leur durabilité justement dans le temps, les garanties décennales pour les constructeurs, etc. Oui, complètement. Oui. Là, c'est tous les aspects des nouveaux produits. Oui, bon, voilà, le secteur du BTP est très conservateur et sur les bâtiments neufs, vous avez une garantie décennale à fournir. Et donc les produits, c'est très normé en fait. Toute l'industrie du béton et du ciment est très, très normée. Et dès qu'on sort des normes, à ce moment-là, on a un problème d'assurabilité. Il faut passer devant le CSTB pour avoir une ATEX, c'est les autorisations d'expérimentation, et ensuite pouvoir être assuré, trouver un assureur qui accepte de vous assurer pour pouvoir le vendre au public. Alors juste une dernière chose par rapport au recyclage que vous disiez tout à l'heure. S'il s'agit de recycler le béton, alors comme disait Thomas, on ne peut pas le recycler pour faire du ciment. Extraire le ciment, enfin la chaux qui reste dedans, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on le casse pour en faire des cailloux. On le casse on casse et puis ensuite ça fait des fonds de route, enfin la première couche de route où ça peut remplacer des agrégats pour former dans le béton. Mais honnêtement, toute cette filière de recyclage, c'est un problème de coût parce qu'il faut récupérer les bétons. Il faut les retirer, souvent c'est du béton armé, donc il faut retirer les armatures dedans. Il ne faut pas que ça ait été pollué par des produits pétroliers notamment. Et au final, tout ce traitement de recyclage fait que le produit recyclé coûte plus cher que le produit tout neuf qui sort de la carrière. Donc difficile à mettre en place en fait. Bon, merci. Benjamin, je te laisse l'honneur de conclure. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à nos intervenants que je vous propose d'applaudir. Et je vous propose de continuer sur un cocktail qui sera dans une des salles à côté. Alors, j'ai pas eu les infos de mon côté, mais je suis pas... C'est juste à côté. Et avant ça, je voulais remercier Maëlle en particulier, donc, qui est adhérente à Infravenir et qui a aussi eu cette idée de la conférence et qui nous a permis de rencontrer Thomas. Donc, merci à elle. Voilà.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt!